Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver en ce début de semaine. C'est Late et Smart et comme chaque soir avec mes deux invités, nous allons tenter de mieux comprendre les débats, les enjeux, l'actualité économique du moment avec ce soir au programme deux Arlésiennes du débat économique. On va parler d'impôts, malheureusement, d'impôts et de taxes dont on parle depuis des années et qui pourraient commencer à arriver. Il faut s'en réjouir ou pas. Je ne sais pas. Le premier, c'est l'impôt mondial, la taxation à minima des grandes multinationales. On l'évoquait à plusieurs reprises ces dernières semaines, de façon très, très concrète en fin de semaine dernière, parce que l'accord au G7 Finances était annoncé. Il a eu lieu. Les ministres des Finances des pays du G7 se sont mis d'accord sur des grands principes, mais c'est un accord qui a été qualifié d'historique pour un impôt à minima des grandes multinationales d'au moins 15%. Voilà. Alors on commentera le principe, on commentera le chiffre, on commentera l'éventualité ou pas que tout ça rentre dans les faits, parce que tomber d'accord c'est une chose, arriver à imposer les grandes multinationales c'en est une autre. Bref, ce sera le thème du premier débat. Seconde arlésienne, la taxe carbone aux frontières. Cette fois-ci, on a connaissance de l'avant-projet de la Commission européenne. C'est normalement le mois prochain que Bruxelles doit dévoiler ses plans de façon plus précise. Mais on commence à avoir une bonne idée du sujet de cette taxe carbone aux frontières, avec effectivement une mise en place de façon chronologique, d'abord sur certains secteurs, avec un mécanisme un petit peu compliqué. Mais là aussi, cette taxe carbone, elle est appelée depuis longtemps, depuis des mois, depuis des années, comme étant une des solutions au problème des inégalités entre les pays, notamment sur les questions de prise en compte des enjeux climatiques, bien sûr. On verra si c'est la bonne façon de faire et si cet avant-projet de la Commission paraît satisfaisant à mes deux invités ce soir, qui sont à ma droite. Denis Ferrand, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes économiste, directeur général de l'Institut Rexecode. Laurent Vronsky, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chef d'entreprise, directeur général d'Ervor dans l'industrie. Votre métier, ce sont les compresseurs. Merci à tous les deux d'être à mes côtés. Tout de suite, avant ces deux gros débats de fond, notre question apéritif. On va s'intéresser à un sujet allemand, à une grosse amende d'un ancien dirigeant d'une grosse entreprise d'outre-Rhin. Tout de suite. La question apéritif pour démarrer, on reparle du Dieselgate. C'était l'affaire Volkswagen avec les manipulations sur la mesure des émissions des véhicules, des voitures. Dieselgate, 2 points, l'ex-patron vedette, le site du quotidien Les Échos va verser 11 millions à Volkswagen. Alors ça a coûté 32 milliards à l'entreprise jusqu'à présent, cette affaire. Mais du coup, l'entreprise elle-même qui a dû payer, qui a été attaquée, elle se retourne contre notamment un certain nombre de ses anciens dirigeants. Pour la plupart, ce sont les assureurs des anciens dirigeants en question qui vont verser quelques centaines de millions, accepter de verser quelques centaines de millions à Volkswagen. Et M. Winterkorn, qui était donc le grand patron du groupe Volkswagen, qui a un temps été le chef d'entreprise le mieux payé d'Allemagne, a accepté. Le deal a été entériné ce week-end. Il va personnellement payer 11 millions d'euros de dommages et intérêts au groupe Volkswagen. Alors ça paraît beaucoup d'argent, c'était un an de rémunération annuelle pour ce monsieur à l'époque. En même temps, c'est pas souvent, Laurent, qu'on a comme ça un grand patron qui paye perso sur des mauvais agissements de son entreprise, mais qu'il dirigeait, donc sur lequel il était une voix qui compte un petit peu plus. Notamment, on lui reproche des manquements par négligence. Alors que vous inspire ce jugement, de ce que vous avez pu en voir, Laurent, sur le principe de responsabilité des chefs d'entreprise dans les grosses boîtes, de façon plus générale d'ailleurs? Déjà, je vais faire un petit peu de sémantique, parce que ce monsieur n'est pas un chef d'entreprise, c'est un chef dans l'entreprise. Donc, ça n'est pas son entreprise, c'est un salarié de luxe qui est payé très cher. Bon. Donc il était responsable d'une très grosse boîte, mais il n'était pas entrepreneur. Pourquoi cette distinction? Je veux dire que vous avez des entrepreneurs qui ont eu à subir, je dirais, des difficultés extrêmes,
ce qu'on vient de dire avec le Covid, qui ont connu un accident du travail dramatique, ça peut arriver, donc c'est pas des magouilles, et qui ont tout perdu. Ils ont perdu leur entreprise, et ils ont même la responsabilité pénale qui va avec. Donc ce monsieur, il va devoir verser de l'argent, évidemment, pour le commun des mortels, c'est beaucoup d'argent. Enfin, il n'était pas payé au SMIC, donc globalement, ça va pas, je dirais, mettre sa vie en danger. Alors maintenant, je dois vous avouer que moi, je suis assez agacé par ce genre de comportement, parce que c'est une négligence. Mais attendez, vous êtes... Comportement de qui, là? De l'ex-patron. D'accord. C'est une négligence, c'est-à-dire qu'en clair, il y a eu une magouille pas possible qui a été organisée. Je veux dire que c'était un type qui était en plus très connu parce qu'il était il allait dans les détails. On est en train de trafiquer les programmes qui gèrent les émissions de carbone de ces voitures et il n'est pas au courant. Et il l'apprend. Il ne faut pas prendre non plus les gens pour des imbéciles. C'est ce qu'il a prétendu. Oui, bien sûr. Et puis moi, je suis archevêque de Paris. Donc si vous voulez, à ce niveau-là, ce n'est pas de la négligence. Ce type-là, il a été complice. Il a été rattrapé par la patrouille. Je trouve que globalement, il s'en sort plutôt pas mal, parce qu'il pourrait aussi faire un petit séjour derrière les barreaux. Je veux dire, en France, pour moins que ça, vous pouvez finir en tant que chef d'entreprise en prison. Donc, je dirais que globalement, ça n'est que justice. Maintenant, une dernière chose. Je crois que c'est pas fini. Il y a encore du pénal à venir. Là, on était, d'après ce que j'ai compris, sur je me réjouis absolument pas du malheur des autres. Mais vous voyez, les Français ont toujours cette espèce de petit complexe vis-à-vis des Allemands qui sont super organisés, hyper réglo, qui respectent tout, etc. Là, on voit l'industriel qui est en concurrence frontale avec les industriels allemands. Non, mais je veux dire qu'on cite toujours les Français comme étant le peuple d'Astérix, c'est-à-dire ça se termine par un banquet où tout le monde se tape dessus, c'est vraiment le Capharnaüm. Et nous, on a des voisins qui sont super vertueux, qui suivent les règles. Eh ben non. Et vous avez des boîtes comme Siemens qui ont aussi été rattrapées par la patrouille parce qu'elles versaient des gros bacs chiches pour emporter des marchés. Donc c'est pas simplement parce que les produits sont super performants, il y a aussi outre-Rhin des gens qui marchent sur la ligne jaune, donc il est bon de le rappeler. C'est le petit coup de pied de l'âne, mais vous avez bien raison, il n'y a pas les vertueux d'un côté, les bordéliques, incompétents de l'autre. Votre regard, vous, Denis, sur cet épisode, cet accord... cette transaction qui ne clôt pas tous les dossiers. Encore une fois, il y a un procès pénal à venir à l'automne, je crois. Il y a les 11 millions d'euros là pour cette amende, mais il y a aussi les 32 milliards que vous avez évoqués, les 32 milliards de pertes pour le Volkswagen, et qui en réalité, au-delà de la perte vraiment tangible, c'est aussi toute la perte immatérielle autour du capital. En réputation. Capital réputationnel. C'est capital d'image. C'est quelque chose qui est probablement encore bien plus difficile à apprécier. Absolument. Et donc là, il y a une perte qui va bien au-delà, évidemment, des 11 millions. Enfin, on ne va pas demander à ce salarié, effectivement, ce salarié de l'entreprise, de rembourser les 32 milliards qui sont intervenus. Mais on voit bien que depuis qu'il y a eu le Dieselgate, l'industrie allemande a quand même eu quelques tourments qui ont été quand même assez nets. Est-ce que c'est un effet de réputation qui a irrigué pas seulement Volkswagen, mais qui a touché l'ensemble des marques allemandes? En tout cas, c'est, je pense, un point assez préoccupant pour l'Allemagne. Il y a eu une forme de rupture de contrat moral, et en Allemagne, le contrat, ça a de la valeur très... Et vous trouvez, un peu comme Laurent, finalement, c'est pas grand-chose. Ça aurait pu être bien plus significatif pour lui en tant que responsable. Là, on est un petit peu dans la thématique responsable, mais pas coupable, qu'on connaît bien. C'est un peu ce qui a été globalement décidé. Voilà. Manquement à une obligation par négligence, voilà, c'est ça qu'on lui reproche avec... C'est pas du pénal. Donc peut-être qu'effectivement, je ne sais pas si cela éteint les autres procédures, ça n'a pas l'air d'être le cas. Donc... Pas le pénal, non, c'est effectivement donc, à suivre. On aura des nouvelles de la procédure, mais bon, en tout cas, voilà, on a un ex-patron surpuissant en Allemagne qui se fait plus discret. Voilà, ces temps-ci, il paraît que le papier lui disait qu'on le voit toujours dans les tribunes du Bayern de Munich, en pull en V. Voilà, c'est la chute du papier des Échos. À suivre pour ce qui est de Monsieur Winterkorn. Allez, tout de suite, notre premier plus gros débat. On va s'intéresser à la première de nos deux Arlésiennes du soir. Un accord historique, regardez ce titre du Figaro ce matin, accord historique sur la fiscalité des multinationales. On en avait pas mal parlé en fin de semaine dernière, bien entendu. On savait que c'était à l'ordre du jour de ce réunion, de ce G7 Finance à Londres. C'est confirmé, le G7 a donc décidé d'un taux d'au moins 15%, dit le journal, sur les profits des groupes internationaux. Prochain objectif, dit Quotidien, obtenir l'aval du G20 et de 138 pays à l'OCDE. Sous-entendu, c'est pas gagné. Les Échos vont un peu
plus loin, dans une dimension historique aussi, en expliquant que le G7 jette les bases d'une vaste réforme de la fiscalité mondiale, en expliquant que au-delà de ce taux d'imposition minimum de moins 15%, les droits d'imposition de 20% des bénéfices des plus grandes multinationales dépassant une marge de 10% seront répartis différemment entre les pays. Là, ça commence à devenir un petit peu pointu. On va y revenir. En tout cas, le ministre de l'économie, le nôtre, Bruno Le Maire, dont on sait que la taxe GAFAM, donc c'est pas l'inverse, était un des chevaux de bataille, s'est réjoui de tout ça. Il nous explique qu'il s'agit d'éviter l'évasion et l'optimisation fiscale. Et puis pour ce qui concerne le taux, Bruno Le Maire a confié que c'était bien, mais qu'il souhaitait se battre pour l'augmenter. Alors on va repartir au début. Déjà, sur le principe, encore une fois, je commence par l'économiste. Denis, il n'y a pas de doute sur le fait que c'est une bonne idée, cette affaire ? Oui, c'est une bonne idée, oui. Oui, globalement, ce qui remet des conditions a priori, on dit bien a priori, prenons-le en théorie, ce qui remet des conditions un peu plus équitables de concurrence d'un pays à l'autre, parce qu'il n'y a pas de jeu fiscal. Donc les conditions d'attractivité d'un territoire par rapport à un autre se retrouvent un peu plus égalisées et se retrouvent plus déterminées par des éléments autres que fiscaux, qui vont renvoyer à des éléments en termes de compétitivité, de compétences qu'il y a sur les territoires. Donc, ce qui permet d'atténuer la course à la baisse de la fiscalité, qui était quand même quelque chose, un sport qui était bien engagé sur la fiscalité de l'IS, de l'impôt sur les sociétés, tout ce qui permet d'atténuer cette course, c'est quand même plutôt bienvenu. Et le fait surtout que ce soit les grandes entreprises qui se retrouvent ciblées, grandes entreprises dont on sait qu'elles ont un taux de facial d'impôt qui est plus faible que ce que vous pouvez avoir sur des entreprises qui n'ont pas tellement de possibilités de faire l'évasion fiscale. Il y a là aussi un jeu qui est un petit peu plus équitable. C'est un peu plus équitable entre territoires, un peu plus équitable entre entreprises selon leur taille. Donc ça, c'est vraiment la théorie, me semble-t-il, qui doit être posée. C'est un pas dans une bonne direction. Maintenant, oui, on voit bien que c'est un premier pas. Alors justement, je reste sur le principe avec vous. Denis, est-ce que ça veut dire que la concurrence fiscale est forcément mauvaise ? Parce que j'ai l'impression qu'on passe du tout au tout. Bon, effectivement, alors de fait, le monde a changé, il n'y a pas de doute, mais on a eu un mouvement qu'on estime d'une 40aine d'années, qui tirait la fiscalité vers le bas. On a le sentiment que depuis la crise de 2008-2010, et a fortiori depuis l'année dernière, on est quand même entré dans une période nouvelle où on se dit non, c'était une mauvaise idée. Les impôts ont retrouvé toutes les vertus. Si je me fais l'avocat du diable, en l'espèce, moi je peux changer de rôle de diable assez facilement. L'idée qu'il y ait une concurrence fiscale et que les États puissent pas faire n'importe quoi, elle est forcément achetée à la poubelle. Certains peuvent penser que c'était quand même un petit peu vertueux qu'il y en ait qui soient fiscalement plus attrayants, parce que ça empêche d'autres pays d'augmenter indéfiniment les impôts. Est-ce qu'on passe du tout au tout là ? Non, je pense pas. Parce que justement, d'ailleurs, c'est intéressant de voir combien... On parlera du taux, effectivement, qui est clé dans le sujet. Le taux est très intéressant. L'histoire du taux est très intéressante. On était passé... Dans un premier temps, c'était 21% qui était évoqué. Là, on est revenu sur 15% pour une raison très simple. C'est l'agenda américain qui dicte le tempo. Parce que il y a encore quelques semaines, Biden avait un objectif de monter le taux d'impôt sur les sociétés à 28%. On voit bien qu'il est en train de faire machine arrière. Parce qu'il n'a pas d'accord au Congrès. Il n'est pas d'accord au Congrès, il est en train de revenir sur 21%. Et donc, tiens, d'un seul coup, c'est plus le 21% à l'échelle mondiale qui s'impose, mais c'est le 15%, pardon. Donc, il y a quand même toujours à l'intérieur des pays, et en particulier dans ce pays-là, des forces qui viennent limiter le risque d'augmentation de l'imposition. Maintenant, n'oublions pas que l'on parle d'une seule chose, c'est l'imposition des résultats. Qu'il y ait une taxation des résultats, ça ne me semble pas aberrant. Après tout, il y en a sur les personnes, il y en a sur les entreprises. Oui, sur le principe, il n'y a aucun... Sur le principe, il n'y a pas de difficulté. La question, c'est de savoir ce que l'on a aussi comme fiscalité qui précède cette imposition des résultats. C'est-à-dire que la base imposable. Voilà, la base imposable. Et la base imposable, elle peut être déjà reniée par le fait que vous avez tout un ensemble de prélèvements. Et je ne sais pas un industriel que je vais l'apprendre, quand on sait tous les prélèvements qu'il y a en termes d'impôts sur la production, que l'on connaît en France en particulier. Donc, la réforme de la fiscalité, ça vient de nous remettre un peu dans une situation un peu plus concurrentielle. Je pense, c'est un petit peu plus favorable pour des pays qui payent beaucoup, et en particulier pour nous. Maintenant, cela ne dédouane pas des efforts qui sont à faire à l'intérieur de chacun des pays. Puis, n'oublions quand même pas une chose, c'est que la fiscalité, elle a une vertu,
c'est que la fiscalité, ou plutôt, elle ne devrait avoir qu'un seul objet, c'est celui de donner à l'État les moyens de sa propre intervention. Donc, la meilleure manière de limiter l'augmentation des impôts, c'est aussi de limiter la taille d'intervention de l'État. Moins l'État intervient, et moins il aura besoin de prélever. Enfin, c'est bête et méchant, mais normalement, l'impôt se met au regard des dépenses, en tout cas de l'intervention que l'on fait à l'État. C'est pas toujours le cas chez nous. Mais c'est un autre sujet, on y viendra. Peut-être l'industriel, justement, Laurent, il dit quoi? Il dit bravo parce que c'était une injustice, on va vers plus de justice entre entreprises et entre États au passage. Ou est-ce qu'il dit c'est le petit côté de la lorgnette, comme on dit, parce qu'il y a plein d'autres sujets, notamment, effectivement, le taux c'est bien, mais la base c'est encore plus important. Votre vision de l'industriel dans un monde de concurrence? Je crois que c'est la vision de tous les acteurs économiques. Je veux dire qu'aujourd'hui, de toute façon, la mondialisation est actée, donc ça veut dire que dans beaucoup de marchés, vous êtes en concurrence internationale avec des entreprises des quatre coins du monde. Donc de toute façon, quand vous créez ce genre de système où vous avez des poches à vide, où vous avez des entreprises qui font de l'optimisation fiscale, qui ne payent pas d'impôts là où elles réalisent des résultats, vous créez des distorsions de concurrence. Comment est-ce que vous voulez vous battre contre ça? C'est juste pas possible. Bon. Donc ça, je dirais que c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça veut dire que, globalement, on va arriver à une certaine forme d'harmonisation. Une prise de conscience, en tout cas. Un peu plus, puisqu'il y a une prise de conscience qui débouche quand même sur des annonces, même s'il faut que ça soit confirmé. Je rappelle aussi qu'avant d'aller voir de l'autre côté du globe, il suffit de regarder dans l'espace européen. Vous avez des pays comme l'Irlande, dont c'est le fonds de commerce, de faire, je dirais, une fiscalité attrayante. Bon. Mais l'Irlande l'assume très bien comme étant un de ces éléments de compétitivité qu'elle n'en avait peut-être pas d'autres par ailleurs. Et voilà. C'est pour ça que je parle de fonds de commerce. Bon, je veux dire que le jour, si vous voulez, le jour où l'Irlande n'a plus une fiscalité attrayante à offrir, qu'est-ce qu'elle va offrir? Bon, ça c'est aux Irlandais de se poser la question. Oui. Maintenant, moi, il y a quand même un truc qui me dérange dans cette histoire. C'est-à-dire que si vous voulez, moi je suis un Européen convaincu, même si je dirais l'Europe, elle se construit pas en un jour, jusque-là j'apprends rien à personne, c'est que finalement je m'aperçois que ce que l'Amérique veut, Dieu le veut. Oui. Alors si vous voulez, les Américains se sont dit, oui, ouais. non, mais là quand même ça commence à s'accélérer, c'est-à-dire que les Américains décident qu'on va supprimer le secret bancaire. Eh ben vas-y, on supprime le secret bancaire. Bon, je veux dire que là, M. Biden décide qu'il faut un niveau d'IS qui soit commun à tout le monde, ça se fait. Donc je me dis, je dirais par rapport à ça, je ne fais pas de l'anti-américanisme de base, mais je me dis finalement, nous, puissance européenne, je veux dire, on discute, mais il suffit qu'il y ait un candidat américain qui devient président et qui dit, moi je veux ça, dans les mois à venir, ça se fait. Donc là, il y a peut-être des leçons à prendre quand même. Parce que là, aujourd'hui, on va dire, ça nous sert quelque part. Parce qu'on est assez d'accord, finalement, c'est une bonne chose. C'était un sujet sur lequel, effectivement, les Européens, en tout cas une partie des Européens, notamment les Français, étaient très moteurs. Oui, mais un jour viendra, ça sera des décisions qui seront contre les Européens, qui serviront sûrement les intérêts américains, mais qui seront contre nos intérêts. Donc, je veux dire qu'il faut qu'on apprenne à réagir comme un corps unique et aussi à faire valoir nos intérêts de manière aussi efficace que nos voisins anglo-saxons de l'autre côté de l'Atlantique. Donc, c'est pour ça que par rapport à tout ça, j'ai quand même un regard assez ambivalent. Qu'est-ce que ça a changé pour la France? Parce que la France, j'apprends rien à personne, le taux d'IS est supérieur à ce minimum de... Moi, je suis ravi qu'il soit 15%. C'est pas le nouveau taux, malheureusement. On a parlé d'un taux minimum. Oui, c'est le nouveau plancher. Bon, quand on est au-dessus, on a le droit d'être au-dessus. En France, on est à plus de 30, on vise 25. C'était ce qui est... Enfin, c'est toujours ce qui est prévu. Ça change quoi pour vous? Déjà, en termes de recettes fiscales, ça ne va pas déplacer des masses monstrueuses. Je crois que c'est 4 milliards. Oui, c'est 4 à 5 milliards. Qui est attendu. Donc, on ne crache pas dessus, mais c'est pas, voilà, ça ne change pas la donne. Exactement. La question, c'est de savoir si vous aurez de la relocalisation fiscale, entre guillemets, qui va se faire. Notamment, on regarde de ce qui se passe en Irlande. Et on voit bien, les déclarations des Irlandais sont quand même assez claires là-dessus. On sait qu'il faut une unanimité aussi pour faire bouger les paramètres fiscaux à l'échelle européenne. Les Irlandais sont déjà vent debout face à cette réforme. Ils l'ont déjà clairement signalé, mais parce que c'est leur avantage comparatif. Ils ont créé un avantage comparatif. C'est leur raison d'être. En même temps, s'ils passaient à 15, ils seraient toujours dans les mieux 10 ans, entre guillemets. Oui, je rappelais les chiffres chez nous, il n'y a pas de doute. Est-ce que ce passage de facto 2%, parce qu'il y a un taux facial à 12,5, mais avec les systèmes d'érosion, on peut arriver à 2% de prélèvement en Irlande. Est-ce que le passage de 2 à 15% sera suffisant pour rapatrier des choix de localisation qui ont été faits en faveur de l'Irlande et au détriment des pays d'Europe continentale? Ça, je pense que c'est encore bien trop tôt pour pouvoir le dire. Est-ce que l'ampleur est suffisante? Je ne suis pas en mesure de pouvoir apprécier cet impact. Mais en tout cas, l'enjeu, il est là. Au-delà des 4 à 5 milliards qui peuvent être récoltés, l'enjeu, c'est de savoir si on va faire de la relocalisation, parce que l'avantage de la délocalisation fiscale tombe.
Est-ce que le grand gagnant dans cette affaire a double titre, en titre de puissance, comme l'évoquait Laurent, mais aussi en termes de recettes fiscales, ce ne sont pas les Américains. C'est-à-dire que globalement, les grosses multinationales, et évidemment les GAFA, c'est quand même souvent des boîtes américaines, l'idée c'est que ce taux minimum, il soit ensuite ils sont appliqués là où se fait la production, mais effectivement tout le reste est censé revenir. Est-ce que même en termes de recettes fiscales, c'est pas les Américains qui globalement seront les principaux bénéficiaires de ce nouveau, de cette révolution fiscale internationale comme elle est présentée dans certaines communiqués, a priori, sur lesquels tout le monde se met d'accord au G7. Mais Monsieur Biden l'a pas fait pour le bien de l'humanité. Non. Bon, en tout cas, pas pour le bien des Bahamas ni des Bermudes, qui eux seront les principaux perdants. Ouais. Mais effectivement, c'est plutôt un gain de relocalisation de base fiscale en faveur des États-Unis, puisque en fait, vous payez des impôts là où vous avez localisé vos résultats, mais ensuite, vous aurez une taxation minimale à 15%, dans laquelle on aura déduit les impôts qui auront déjà été acquittés. Donc, au total, c'est un rapatriement de base fiscale des États-Unis. Oui, je voudrais rester sur cette idée, notamment par rapport à cette question de la base. Regardez ce commentaire sur ce tweet de confrère professeur à vous, Étienne Lehmann. Je suis moi aussi pour un accord sur un taux minimum, mais il faut aussi un accord sur la définition du bénéfice imposable. Sinon, la concurrence par les taux cédera la place à une concurrence par les exonérations. C'est ce qu'on évoque. Est-ce que c'est imaginable un accord sur les bénéfices, sur le bénéfice imposable, donc sur la base, ou est-ce que c'est trop technique pour, un taux, c'est simple, hein, tout le monde comprend, 15%. Voilà. Une base imposable, ça dépend beaucoup plus quand même des différentes subtilités en fait, cette réforme... comptabilité des différents pays, cherchez mon terme. Lehmann est vraiment la référence à suivre pour les questions de fiscalité. Je vous conseille, c'est vraiment une personne qui est très au point sur ces enjeux. Un peu de pub au passage. Ouais. Et puis, surtout, cet accord, il vient parce que ce n'est pas un travail qui est tombé du ciel. Vous avez tout à l'heure évoqué une Arlésienne, mais cette Arlésienne, elle a quand même débouché sur d'ores et déjà des premiers travaux au sein de l'OCDE, menés notamment par Pascal Saint-Amand, tout le système BEPS, Basic Russian Profit System, donc un système où on vient définir véritablement ce qu'est une base fiscale. Donc il y a déjà des travaux qui demandent à être maintenant approuvés, à être réappropriés par chacun des pays. Là, oui, on est en train d'entrer dans le dur, mais on a déjà une bonne matière qui nous permet d'apprécier les conséquences de ce dispositif. Et ça va pas être seulement une bataille de chiffonnier, mais là, véritablement, une bataille sur des choses qui ont été d'ores et déjà instruites. Donc, je trouve que il y a beaucoup de réflexions en amont. Le débat est assez serein, si vous voulez, je trouve, parce qu'il se fait sur des bases qui sont quand même assez solidement éprouvées, où on a essayé de quantifier les ordres de grandeur qui sont en jeu. Et la sérénité, elle a aussi, comme le rappelait Laurent, été améliorée, renforcée par le fait que les Américains ils disent finalement on est d'accord, à l'occasion d'un changement d'administration aux États-Unis. Les Américains étaient sortis de ce système, justement. C'était à l'époque, c'était en 2019, je crois, que les Américains étaient sortis du système des négociations, de la refonte de l'impôt de la fiscalité. Cet aspect multilatéral n'était pas le cœur de la philosophie politique de Donald Trump. Le fait que les États-Unis reviennent dans le jeu, c'est une capacité d'entraînement. Le tout, c'est de savoir si nous-mêmes, nous avons aussi une... Ils reviennent dans le jeu, mais ils deviennent maîtres du jeu. Ils reviennent dans le jeu en étant OK, je vais revenir dans le jeu, mais je suis l'arbitre. Est-ce que concrètement, alors là, on parle d'une centaine de multinationales, hein, donc c'est pas vos concurrents directs. Est-ce que cette espèce d'état d'esprit peut changer les choses autrement que juste pour d'autres industriels, dans d'autres business, d'autres tailles d'entreprises, que juste l'impôt des Google, des Amazon, ça peut lancer un nouvel état d'esprit fiscal. Est-ce que pour vous, concrètement, ça va changer quelque chose du jour au lendemain ou non? Non, mais vous êtes spectateur là-dedans. Nous, on est, je dirais, on n'est pas ciblé directement. On n'est pas un secteur d'activité qui est ciblé directement. Mais je pense que la question à se poser, je veux dire, il me semble qu'à la sortie de cette crise, on est vraiment à un carrefour, parce qu'il y a à la fois des pressions pour des recroquevillements sur soi, que on parlait de relocalisation. Donc les Français ont découvert ce que voulait dire la désindustrialisation. Non pas grâce aux efforts de pédagogie et de communication, mais parce qu'ils sont aperçus que leur propre pays était incapable de les fournir en masques et en gel, produits de très haute technologie, comme chacun sait. Donc là, les gens ont commencé à toucher du doigt. Donc il
dans beaucoup de pays, il y a cette volonté de développer l'export tout en sauvegardant le patrimoine national et en protégeant, je dirais, les entreprises nationales des concurrents étrangers. Ce que vous dites, c'est que c'est une équation impossible. Ce que je dis, c'est que c'est juste complètement schizophrénique. Donc là, on commence à parler d'harmonisation fiscale. Mais encore une fois, il ne faut pas être naïf. Les Américains ne le font pas pour le bien de l'humanité, ils le font d'abord pour le bien du budget américain. Oui. Parce qu'avec tous les milliards que M. Biden va dépenser, il faut bien l'élever quelque part. Donc nous, ça ne va pas nous impacter directement. Par contre, je pense que ça peut sans doute être la fin de certains paradis fiscaux. Ça, c'est peut-être annonciateur. Je ne suis pas Nostradamus, mais regardez ce qui s'est passé avec le secret bancaire. Le secret bancaire en Suisse. Notamment pour la Suisse. Oui. Personne ne pouvait imaginer, même pendant la Seconde Guerre mondiale, le secret bancaire suisse a été préservé. Donc peut-être que, je dirais, on va arriver vers une certaine forme d'harmonisation, je ne veux pas dire du best conduct, mais je dirais il va y avoir des normes qui vont émerger, ça va prendre du temps, qui feront qu'on tolérera beaucoup moins d'outsiders. Et donc, moi, en tant que chef d'entreprise, oui, ça peut changer ma vie parce que du coup, je serai peut-être moins assujetti à la concurrence déloyale. D'accord. Et si vous voulez, à des produits qui sont faits complètement hors jeu par rapport aux standards ou moins industriels européens, je dois répondre. Est-ce que vous diriez également jusqu'à dire, Denis, que c'est pas la fin, mais le début de la fin des paradis fiscaux, cet accord à la fois symbolique et en même temps très historique sur ce seuil, ce taux minimum d'imposition sur l'IS. Quelques plumes des ailes des angelots du paradis qui commencent à tomber sur le sol. Oui, tout à fait. Il ressemble un peu. Oui, c'est une Encore une fois, ça concerne que des très grosses boîtes, les boîtes aux lettres aux îles Vierges ou aux Bahamas. Ça envoie un message. Oui, non, mais d'où ma question. Non, mais rappelez-vous, il y avait eu quelques rodomontades assez célèbres en 2008-2009 sur les paradis fiscaux, c'est terminé. Il a fallu attendre une véritable détermination politique pour le faire, mais je suis tout à fait d'accord. L'exemple du secret bancaire suisse est assez éloquent. S'il y avait bien quelque chose qui semblait... Le secret bancaire suisse, il considérait, il y avait que la Suisse qui était concernée. Oui, tout à fait. Oui, mais pas que... Là, il faut trouver un accord maintenant, il faut que tout le monde ils sont d'accord à 7, c'est bien, mais il n'y a pas que 7 pays. Oui, il va falloir embarquer déjà le G20. La position de la Chine là-dessus, comment ces multinationales seront-elles taxées? Parce en fait, le pays qui a le plus de multinationales maintenant derrière les États-Unis, c'est la Chine. Donc elle en a quand même beaucoup, enfin avec le Royaume-Uni, elle en a quand même beaucoup. Donc comment va se faire la taxation sur ces entreprises? Je pense qu'il y a au G20, ça va encore être une sacrée foire d'empoigne, oui. Donc il va y avoir des étapes. Et c'est crédible, selon vous, que cet accord s'élargisse à 7, puis à 20, puis à tout l'OCDE? Le CDE, c'est 138 pays. Oui, alors parmi ces pays-là, il y aura l'Irlande. Donc, je pense que c'est plus ce qui va se faire à l'intérieur de l'Europe, la manière dont qui va donner le là sur la manière dont ensuite cela pourra être réapproprié à une échelle un petit peu plus large que le G7. Par exemple, le G20. Alors, je ne sais pas à quelle échéance cela va être proposé au G20, mais il fallait déjà qu'il y ait ce premier accord au G7. C'est quand même une première étape. Qui doit être confirmé. Là, c'est le ministre des Finances. On a le vrai G7 fin de semaine avec les chefs d'État et de gouvernement. Également, en Grande-Bretagne, là, c'est la première visite de Joe Biden au passage sur le continent. Il va même voir la reine d'Angleterre. Mais un petit commentaire sur M. Biden, parce que si vous voulez, je trouve que c'est quand même assez rigolo, parce que M. Biden, il vient du Delaware. Et donc qui est le paradis fiscal au sein des États-Unis. Non seulement c'est le paradis réglementaire, mais il y a plus de sociétés qui sont domiciliées au Delaware que de gens qui y habitent. Et c'est pas pour le climat. Donc c'est faites ce que je dis, pas ce que je fais. Donc c'est comme étonnant que ce monsieur, qui est plein de bonnes intentions, il réforme la fiscalité mondiale, mais son propre État, ça lui a pas traversé l'esprit de le réformer. C'est juste une petite remarque comme ça, je trouve ça assez cocasse. D'accord, faites ce que je dis, pas ce que je fais, c'est ça ce que vous nous dites. Il n'est pas très bon. Après, maintenant il est président des États-Unis. America First. Voilà. Et si vous voulez, M. Biden est sans doute beaucoup plus politiquement préhensible que l'était son prédécesseur, mais je pense que sur beaucoup de lignes directrices, de lignes de force, ça n'a pas changé. Et c'est précisément ce qu'il est en train de faire. Donc maintenant, il faudrait que ça il défend les intérêts des États-Unis, on ne va pas lui reprocher. Il était élu par les citoyens des États-Unis. Il ne faut pas être naïf. Voilà, il ne faut pas être naïf. Mais c'est vrai que ça participe aussi d'un mouvement politique qui est très fort aux États-Unis, où on sent bien que Biden a bien senti aussi qu'il y a une vraie question de perception des inégalités qui est tout à fait clé, des inégalités qui sont évidemment entre personnes, entre des évolutions non pas tant de revenus, mais surtout de patrimoine des personnes, et puis inégalité aussi devant l'impôt pour les grandes entreprises. Et donc, il a aussi tout un message politique interne, pour le coup, qui est embarqué par ce type de message. Après, est-ce qu'il affrontera la fiscalité du Delaware? Là, mais je crois qu'il y a aussi une réaction mondiale, c'est-à-dire que les
entreprises américaines ont quand même très largement prospéré de l'économie mondialiste, et c'est tant mieux. Sauf que si vous voulez, quelque part, c'est juste, il n'y a pas besoin d'être un fin fiscaliste pour se dire que c'est complètement aberrant. Vous êtes sur un marché dont vous profitez, vous gagnez de l'argent, vous ne payez pas un centime d'impôt. Alors c'est simpliste, mais c'est la réalité. Moi, mon entreprise, elle est basée 100% en France et je fais 90% à l'export, c'est-à-dire l'inverse. Et moi, je paye 100% d'impôts. Donc vous dites qu'il y a un truc qui ne va pas bien là. Enfin, vous n'avez pas un taux d'impôt de 100%, vous payez la totalité des impôts que vous devez. C'est ce que je paye 100% de la fiscalité qui est due. Oui, je ne peux pas faire d'optimisation fiscale. Pas un taux de 100%. Argenteuil, mais Argenteuil n'est pas une zone franche, ça se ferait. Mais il y a un paradis fiscal. Il y a un sujet à réfléchir, d'ailleurs, peut-être. Il y a une quinzaine d'années, il y avait une délégation de fiscalistes américains qui était venue à Bercy pour pour proposer aux Français de réfléchir sur la manière de taxer le numérique. Et en fait, les Français avaient envoyé bouler cette équipe de fiscalistes américains qui étaient vraiment de l'IRS, c'était vraiment des gens du fisc américain. Bien sûr, Et parce qu'on présentait une forme d'entourloupe, et en réalité, non, il y avait vraiment chez les Américains une volonté, ils avaient déjà perçu qu'il y aurait un problème à un moment ou à un autre sur la fiscalité spécifique des numériques. C'est pas le même sujet, mais en tout cas... c'est pas l'inverse, parce que dans les 100 plus grosses multinationales, il y a commencé à y avoir pas mal d'entreprises du numérique qui ont des marges très significatives plus que les industriels. Exactement. Mais là, vraiment, la taxe numérique, c'est aussi quelque chose d'assez ciblé. Et donc, il y avait quand même déjà une perception chez les Américains qu'il y avait besoin d'une réflexion qui soit internationale, que cela doit se penser dans un système ouvert. Cette fiscalité doit se penser de manière au moins un peu homogénéisée à l'échelle mondiale. On en reste là pour l'instant sur ce sujet. Restez avec nous, on marque une courte pause, on se retrouve dans un instant et nous allons parler de la seconde arlésienne de la soirée, la taxe carbone. Retour dans l'AIT Smart. Merci de rester fidèle à l'émission, nous suivre jusqu'au bout. Je le disais tout à l'heure dans le sommaire et puis juste avant la petite interruption. Nous allons maintenant nous intéresser à la seconde arlésienne de la soirée. C'est le thème, un nouvel impôt, dont on parle depuis des années, depuis des mois. Et puis voilà, on a l'impression que les choses commencent à se concrétiser. C'est la taxe carbone aux frontières, la taxe carbone sur les rails. Enfin, peu d'interrogation, c'est donc le thème de ce débat. Taxe carbone, 2 points. Regardez le papier, l'Union européenne veut taxer les importations à compter de 2023. Donc là, on a une précision en matière de calendrier. Il s'agit de l'avant-projet de la Commission de Bruxelles qui doit présenter, non pas l'avant-projet, mais le projet dans un gros mois. Quelque chose comme mi-juillet. En tout cas, c'était le calendrier annoncé. On commence à avoir quelques informations sur ce qu'il y aura dans ce projet. Donc effectivement, cette date pour ce mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, aux importations, et avec une information qui est que les secteurs des importations d'électricité, d'acier, de ciment, d'engrais et d'aluminium seraient les premières concernées par la mise en place de ce mécanisme un petit peu compliqué. On va y revenir, mais là encore, question générale pour démarrer. Là encore, non, là je peux le faire avec le chef d'entreprise pour changer, l'industriel. Est-ce qu'on est convaincu que c'est le bon dispositif pour s'attaquer au problème, d'une part, de changement climatique et notamment à l'intérieur de ça des mêmes inégalités entre les pays, un peu comme notre impôt mondial de tout à l'heure. On a vraiment deux sujets tout à fait similaires de cette taxe carbone aux frontières qui permettrait effectivement de mettre sur un niveau d'égalité les industriels qui opèrent dans un secteur aux normes environnementales vertueuses et donc contraignantes avec les industriels qui opèrent, en tout cas qui sont basés dans des pays aux normes environnementales, on va dire plus flou, plus décontracté, plus léger, plus décontracté. Voilà, Laurent, est-ce que de la même façon vous appelez cette justice-là de vos voeux dans votre quotidien, en tout cas dans votre business, dans votre industrie? Alors, est-ce que c'est la bonne méthode pour lutter contre le réchauffement climatique? Moi, je ne sais pas, parce que je l'avoue, moi je ne suis pas un spécialiste du réchauffement climatique, donc je ne sais pas. Bon. Par contre, je pense que c'est un petit peu comme le code de la route et l'agent qui est au coin de la rue. Si vous avez un code de la route qui est extrêmement charnu, mais qu'il n'y a pas d'agent pour le faire respecter, c'est super bien, vous avez un code de la route que personne ne respecte. Bon. Et là, je dirais malheureusement, au niveau de l'espace européen, on a des antécédents. Donc, étant industriel, nous devons répondre à toute une série de normes techniques. Alors, je ne veux pas ennuyer
nos auditeurs, mais il faut savoir que quand vous vendez un produit dans l'espace européen, eh bien, il doit répondre aux normes CE. Donc, si vous regardez sur n'importe quel produit que vous achetez, vous verrez, il y a un petit macaron CE. Et ne pose pas ce macaron CE qui veut, c'est-à-dire que quand vous posez ce macaron, puisque c'est de l'autorégulation, vous devez certifier que le produit correspond conforme à la réglementation. Conforme à la règle. Bon, sauf que, évidemment, dans la vraie vie, eh bien, c'est fait de manière assez aléatoire. Donc, quand vous avez un site de production qui est en France, c'est notre cas, là, vous pouvez avoir toutes sortes de contrôles. Je vous prie de croire que là-dessus, les Français sont très en avance. Très en avance. Donc, ils pourront donner des conseils à M. Biden. Bon. Par contre, quand on a des produits asiatiques, je nomme personne, qui arrivent au Havre, et depuis 14 mois, c'est assez terrible, hein, parce que déjà que c'était pas extraordinaire, mais alors là, maintenant, c'est une vraie passoire. Et vous avez des produits avec des macarons CE, où je peux vous garantir qu'il n'y a pas une seule norme qui est respectée, avec des matières qui sont fausses. Donc c'est de la triche, avec tout, que ce soit l'environnement, la matière, les enfants qui fabriquent les produits, tout est faux. Et l'Europe a été incapable d'endiguer ça. On commence tout juste à aborder le problème. Encore une fois, souvenez-vous du Covid, on a commencé à parler des masques chinois notamment, qui ne respectaient pas les normes CE et qui, en clair, ne servaient à rien. Bon, et puis ça s'est vite arrêté parce qu'en clair, on a commencé à fabriquer des masques en Europe. Donc, est-ce que là, on ne va pas être dans la même situation ? Sans faire de jeu de mots, si on monte une gigantesque usine à gaz avec des technocrates qui ne comprennent pas eux-mêmes comment on fait pour percevoir, pour créer la base, pour taxer la taxe carbone. Alors, on aura une super taxe que peu de gens paieront, ou que des pays vont payer de manière détournée parce qu'ils trouveront des moyens écrans. Ils vont rentrer dans des pays, via des pays européens où c'est plus laxiste. Et finalement, ça ne servira à rien. Donc, la morale de l'histoire, c'est quel est l'outil qu'on va mettre en place pour s'assurer qu'il y a une vraie équité. Mais déjà, avant de passer de la taxe carbone pour tout le monde, je pense qu'il y a déjà matière à faire respecter toutes les normes CE, qui sont extrêmement larges pour tous les produits. Qui, pour le coup, existent déjà. Qui existent, mais pas depuis un an. Oui, non, ça existe depuis 20 ans. Votre témoignage. Et il suffit, vous allez faire un test très simple, je pense qu'on l'a tous fait. L'une des normes CE, c'est que quand vous vendez un produit dans un pays, vous devez avoir une notice qui est dans la langue du pays. Combien de fois vous avez acheté un produit dans une grande surface et vous ouvrez la notice et c'est tout sauf en français. Oui, ça commence comme ça. Je vous laisse imaginer pour le reste. Donc je pense qu'il y a une marge de progression qui est énorme. Alors, scepticisme de Laurent Wronski, non pas sur le principe, mais sur l'application, et sur les moyens qu'on se donnera à faire respecter effectivement le paiement de cette taxe carbone. Voilà, si je remonte un peu, même question sur le principe, voilà, à l'économiste Denis, sur alors justement la question la première à laquelle Denis ne voulait pas répondre, s'estimant pas spécialiste, est-ce que faire jouer les mécanismes de marché avec une taxe, voilà, avec une vertu régulatrice, est une bonne chose pour tenter de lutter contre les émissions de gaz à effet de serre, en tout cas au sein de l'Europe par rapport à cette problématique des importations. Moi, j'avais le sentiment qu'en tout cas du côté des économistes, il y avait sur le principe un consensus. Vous confirmez ? Il y a un consensus, mais ce consensus, il se forme pour une raison qui tient à ce qu'il y a aussi un marché du carbone, qui, là, pour le coup, s'applique aux producteurs en Europe. Donc, vous avez un marché, le marché des ETS, le marché des émissions, enfin des quotas d'émissions dont vous disposez, quotas d'émissions dont le prix est en très forte augmentation actuellement. On est à 50 € la tonne de CO2. Hein, donc, il y a une accélération. On était à moins de 30 il y a 6 mois ou un an. Oui, c'est ça, c'était à peu près. L'accélération est proche de celle du Bitcoin, quasiment. Mais, donc, vous avez une augmentation de ce coût, et d'une certaine manière, la taxe carbone vient compenser le fait que vous n'avez pas de quota d'émission quand il s'agit d'importation d'autres pays. Donc il y a déjà un phénomène qui vient contrebalancer un désavantage compétitif qui tient à ce qu'on... Donc là, le schéma demain, c'est que les importateurs devraient acheter ces quotas-là sur ce marché en question. C'est comme s'ils avaient acheté des quotas d'émission. Maintenant, il y a un autre élément qu'il faut prendre en compte, c'est est-ce que... spontanément, un producteur, une importation, émet beaucoup plus de CO2 parce que c'est fait dans des conditions plus dégradées. Je ne sais pas. Ce que je vois en revanche, grâce à de l'électricité plus carbonée. Plus carbonée. Il y a deux choses qui sont très intéressantes. C'est que pour l'instant, on va appliquer ce mécanisme sur des produits où il est relativement facile, entre guillemets, de tracer le contenu CO2. L'acier,
Alors non, il n'y a pas l'aluminium. Le ciment. Le ciment, non, on sait à peu près. Si, on il y a connaît l'aluminium, l'acier, l'électricité, le ciment. Oui, tout à fait. Donc on sait, compte tenu des modes de production de l'électricité dans chacun des pays qui vont être des pays exportateurs, on sait quelle émission de CO2 va être associée à la production. Ça, c'est quelque chose, enfin, c'est une démarche d'ingénieur qu'on peut arriver à trouver ça assez facilement. Ça va être quand même un peu plus complexe quand il va s'agir de traiter de produits qui vont mêler énormément de composants. Une automobile, un téléphone. Donc le contenu CO2 du téléphone, ça va être beaucoup plus difficile à imaginer. Oui. Donc là, sur le ciment, c'est quelque chose qu'on va un peu plus facilement apprécier. Maintenant, qu'est-ce qui se passe du côté des producteurs, enfin des exportateurs sur le marché européen? Ils ne sont pas tous sur des technologies hyper polluantes. Au contraire, c'est très intéressant de voir qu'actuellement, notamment dans l'aluminium, mais également dans les cimenteries, vous avez une demande de la part des exportateurs qui vont vers les marchés européens d'avoir l'outil de production qui est le plus en phase, le plus en cohérence avec les demandes de normes européennes et donc qui est le mieux. Ils s'adaptent à leurs clients de leur point de vue. Il y a une adaptation, mais parce qu'ils savent très bien qu'ils ne passeront pas la rampe sur le marché européen. Écoutez, Laurent Vronsky, il n'y en a pas un certain nombre encore qui trichent. Il y a du boulot. Il y a du boulot, mais c'est très intéressant de voir que les demandes qui s'adressent à des fournisseurs de biens d'équipement pour des cimenteries, par exemple, qui viennent de pays de l'Est ou de pays, enfin d'Europe, pas d'Europe de l'Est, mais d'Asie centrale ou des pays du Moyen-Orient, qui demandent véritablement désormais à ce que les conditions de production soient les plus efficaces en termes de CO2, parce que sinon ils savent très bien qu'ils ne passeront pas la rampe sur le marché européen. Ouais, alors, la question, c'est des grosses boîtes facilement identifiables. Voilà. Le ciment, l'acier, l'aluminium, etc. C'est pas un petit producteur qui balance son tampon CO comme sur un produit de consommation. Vous avez des secteurs comme vous l'évoquez. Oui, alors moi je connais bien l'Inde et je connais bien la région productrice de pièces mécaniques. Donc là, c'est très fragmenté, très atomisé. C'est plein de petites boîtes. Donc là, c'est exactement ce que vous décrivez. C'est-à-dire que là, vous n'avez pas la grosse multinationale qu'on peut épingler. Mais la question, donc là, il va falloir, si vous voulez, rivaliser d'ingéniosité, si je puis dire. Mais bon, l'idée de commencer avec ces 5 secteurs, ça permet effectivement de baliser quand même. C'est pareil, ça envoie un message. C'est-à-dire que si vous êtes un tout petit peu visionnaire, vous allez vous dire, bon ben voilà, là aujourd'hui, je ne suis pas du tout dans le coup, mais dans 3-4 ans, je vais y avoir droit. Bon. Et puis le jour où ça tombe comme un coup près, c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui avec les normes RSE en France. Ouais. Je veux dire, aujourd'hui vous êtes encore dans la phase où quelque part vous avez le choix, mais faut pas se mentir, bientôt ça sera obligatoire. Moi la question que je me pose, c'est est-ce que le consommateur final paiera le prix pour ça? Parce que vous parlez de l'acier. Moi je connais bien l'acier parce que c'est notre matière première de choix. Oui. Donc si demain vous payez plus de taxes carbone pour la faire venir, on va me le facturer plus cher. Si je l'achète plus cher, je vais essayer de vendre des produits plus chers. Bon, moi, je ne suis pas dans un produit grand public. On est sur du B2B. Mais, par exemple, prenez le textile. Je veux dire, le textile, aujourd'hui, les gens sont complètement habitués à payer des t-shirts à 5 euros. Donc, dès l'instant où on va leur dire maintenant, c'est 25, 30 euros, mais soyez rassurés, tout est fait dans les mêmes conditions que chez nous, il ne faut pas oublier que le consommateur final, c'est lui qui paye. Quelque part, c'est de la redistribution de pouvoir d'achat. Donc, quand on parle de pouvoir d'achat, on parle de politique. Donc, est-ce que tous les maillons de la chaîne vont jouer le jeu ? Je suis un observateur. L'économiste, il pense quoi? C'est inflationniste de rajouter une taxe carbone frontière alors pas forcément en termes de masse monétaire, mais enfin en tout cas pour le client final. Oui, en tout cas, et puis ça déclenche aussi des mouvements de répulsion. On l'a bien vu, enfin le mouvement des Gilets jaunes a quand même aussi une relation assez ferme avec la taxe carbone qui avait été adoptée. Clairement. C'est une jacquerie fiscale. Tout à fait, c'est une jacquerie fiscale. Donc il y a une tolérance à ce type de prélèvement additionnel qui est assez faible parce que précisément ça se répercute sur le prix. Donc actuellement d'ailleurs la taxe carbone en France, alors donc on ne parle plus des quotas d'émissions, mais la taxe carbone en France c'est environ 44 euros la tonne. Ça vous fait l'équivalent de 10 centimes sur un litre, que ce soit du gasoil ou que ce soit de l'essence. Donc oui, ça et c'est appelé à monter. L'horizon de la taxe carbone sur les produits en France, c'est 250 euros la tonne à l'horizon de 2030. Donc c'est un mécanisme qui est inflationniste. Y a-t-il une volonté, y a-t-il d'ores et déjà une prise en compte de ce que la transition énergétique, de ce que la réduction des émissions que de plus en plus de monde appelle de ses voeux, a nécessairement un coût? J'ai l'impression qu'on fait encore comme si cela pouvait être une martingale gagnante-gagnante, où on va créer des emplois, on va créer de l'activité grâce à la transition énergétique. Oui, mais à un moment, il faudra bien la payer. Cette dimension de paiement de la transition énergétique n'est pas très évoquée. Et ça demande quoi? De la pédagogie pour dire attention, ça va être plus cher, ou une
concurrence renforcée qui fait que on rogne un petit peu sur, ça demande, sur les marges et qu'à l'arrivée, c'est pas plus cher. Je pense que ça demande surtout de l'intelligence. De l'intelligence qui consiste à se dire, c'est un engagement sociétal fort que l'on a. Dans ce cas, il faut que sur toutes les mesures de politique économique auxquelles on est amené à penser, eh bien que l'on intègre la dimension du coût d'abattement, du coût de réduction de CO2 parmi les paramètres de choix de politique économique. Donc, en termes plus clairs, dire quand on a une alternative entre deux solutions de politique économique, eh bien, on va prendre celle qui aura le coût de réduction, en tout cas le coût de baisse de la tonne de CO2 émise le plus faible, donc pour avoir une meilleure efficacité. Ça doit devenir un des paramètres de choix de politique économique, semble-t-il. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand on écoute certains pays émergents, parce que pour nous occidentaux, ça paraît être une évidence. Alors, les pays émergents, ils crient au protectionnisme. Ils disent que... Alors voilà, les pays émergents, vous avez des réactions extrêmement violentes. On vous dit, mais attendez, là, ce que vous nous racontez, ça, c'est des réactions de pays riches. Vous pouvez vous le payer. Vous avez une économie développée. Vous avez pollué la planète pendant un siècle. Donc là, maintenant, vous voulez nous imposer à nous de ne pas suivre le même développement que vous. Donc nous, en clair, ça nous intéresse. Oui, en tout cas, d'aller beaucoup plus vite que vous. Oui. Donc je dirais, voilà, je veux dire que c'est très bien d'aller faire ses courses en vélo à Paris. C'est bien, je veux dire, oui, il y a un impact sur la planète. Mais enfin, si vous avez des pays comme le Vietnam, comme l'Inde, la Chine, c'est en train de changer, mais qui encore... Brésil. Brésil, qui sont en train d'utiliser des technologies absolument désastreuses... réduction de la forêt amazonienne, tous ces trucs-là, enfin les produits chimiques dans les nappes phréatiques. Si ces gens-là continuent, je veux dire, on est tous dans la même copropriété. Je veux dire que là, s'il y en a qui produisent du carbone, le carbone qui est produit au Vietnam, il ne va pas s'arrêter aux frontières du Vietnam. Il n'y a qu'à Tchernobyl, où si vous voulez, les rayons se sont arrêtés aux frontières hexagonales. Donc là, on va faire comment ? Parce que si les types nous disent, bah, écoutez, nous on fait ce que vous avez fait il y a 100 ans, vous n'avez pas de leçons à nous donner parce que vos principes sont des principes de pays riches, je ne sais pas comment ça va finir. Bah, si le contrôle est fait, soit ils payent la taxe, soit normalement si on leur bloque, ils n'exportent pas. Enfin, si on bloque. En tout cas, nous, on n'importe pas, on bloque. Enfin, c'est vrai. Mais ça, c'est valable pour des pays qui dépendent des exportations de manière massive. Ouais. Quand vous avez des pays comme la Chine qui sont, c'est pas encore l'autarcie, mais enfin la Chine quand même maintenant dépend de plus en plus de son marché intérieur. Ça veut dire qu'ils sont moins, si vous voulez, il y a un levier qui est moins actionnable. Ouais. Denis ? La clause climatique qu'évoque Laurent Vronsky à l'instant, si on peut l'appeler sous ce terme, c'est exactement le décalque du thème de la clause sociale qui intervenait au milieu des années 90, qui était un peu la même chose. La clause sociale, c'était éviter une concurrence avec des salaires beaucoup plus bas. Et là où les émergents, enfin les pays européens disaient, mais attendez, vous payez absolument pas vos salariés, donc je vais vous mettre une taxation sur vos importations. Et la réponse des pays émergents, oui, mais attendez, votre modèle de développement, ça a été précisément celui-ci, des bas salaires, et maintenant, vous nous refusez d'appliquer les mêmes recettes que celles que vous avez déployées. Donc il y a une vraie question qui est de fait, on les a laissés appliquer les bas salaires. On les a laissés appliquer les bas salaires, et on a bien vu les conséquences après en termes aussi de perte de substance économique. Pas dans tous les pays, pas de la même ampleur dans tous les pays. On a perdu en substance économique, en substance industrielle, notamment en France, avec l'ouverture aux frontières. Je pense qu'à un moment ou à un autre, on peut le dire, mais le tout, c'est de savoir aussi si on est capable de créer d'autres activités qui nous permettent de regagner des emplois que l'on perd d'un côté, on arrive à les recréer de l'autre. L'économie, c'est toujours quelque chose, c'est un corps qui se transforme en permanence. Et comment est-ce qu'on arrive à faire en sorte que, on se redéplace sur des nouveaux avantages comparatifs que l'on peut se donner, on se déplace sur des nouveaux secteurs. Destruction créatrice de choix si on parle économiste. Bon, mais alors si on nous accuse, si les pays émergents, les gros, le Brésil, la Chine, l'Inde, disent c'est du protectionnisme déguisé, qui dit protectionnisme dit recours à l'arbitrage de l'OMC. Est-ce qu'il y a un sujet OMC avec... ça paraît étonnant de se dire d'un côté, on est un sujet planète, et puis de l'autre, il y a peut-être que l'article B12 du truc interdit de faire ça. Est-ce que les règles de l'OMC, auxquelles on a adhéré, donc il faut faire un peu attention, permettent a priori cette taxe carbone aux frontières ? A priori, oui. Mais franchement, tout le monde n'est pas d'accord. Et puis surtout, l'OMC a quand même été la principale victime de tout ce qui s'est passé pendant 4 ans avec l'absence de juges au tribunal des contentieux commerciaux de l'OMC, puisque le président Trump refusait de signer, d'avaliser les juges qui étaient nommés. Donc l'OMC est censé être probablement la coquille qui souffre le plus. Elle est censée revenir dans le jeu. Je pense que ça risque d'être un petit peu long quand même avant qu'on y arrive.
Mais c'est compréhensible que, encore une fois, sur les principes, qu'on ait un enjeu planétaire, voilà, etc., et que d'un côté, on ait un enjeu juridique par rapport aux conventions de l'OMC. Ça paraît un peu dingue. Moi, je ne sais pas si c'est la bonne réponse, comme disait Laurent Vronsky. Est-ce que c'est ça la bonne réponse aux enjeux planétaires, de réchauffement de la planète, mais si ça l'est, on se dit que c'est quand même dingue d'avoir un sujet juridique par rapport à la lettre du texte de l'OMC. Ceci étant, Guillaume, comme toutes les bonnes idées, c'est bien chez les autres. Donc tout le monde est d'accord pour sauver la planète, mais on propose que ce soit toujours les autres qui commencent en premier, quoi. Oui, mais enfin là, on dit c'est chez nous. Là, si vous voulez, moi, je pense qu'il y a un point, je vais revenir sur ce que l'on disait au début, c'est-à-dire qu'il faut toujours penser l'impôt par rapport à sa finalité. Et cette taxe carbone, à quoi doit-elle servir? Est-ce qu'elle va servir à abonder un budget qui est déjà grové un peu de partout? Ou est-ce qu'au contraire, est-ce qu'on n'utiliserait pas cette taxe carbone pour pouvoir mettre en place, développer les technologies qui seraient en capacité de réduire les émissions dans les pays qui sont précisément nos exportateurs? Donc, faire en sorte que, s'il y a des pays sur lesquels la réduction, je ne crois pas. Non, mais dans l'absolu, la recette, elle est quand même, elle est espérée pour abonder le budget européen et rembourser demain le fameux endettement mutualisé de l'Union européenne. Mais le budget européen a aussi une visée climatique. Oui. Parmi les éléments du plan de relance, ça peut être dans ce cadre-là. Mais est-ce que c'est en réduisant les émissions en Europe que l'on aura le coût, enfin le rendement coût le plus optimal à l'échelle mondiale, puisqu'on est bien sur une question mondiale. Donc, par rapport à ce que disait Laurent Vronsky tout à l'heure sur les questions de méthodes de production au Vietnam, en Inde, eh bien, il y a probablement beaucoup plus à gagner en termes de réduction des émissions en favorisant la transition climatique dans ces pays-là, plutôt que de le faire avec des coûts marginaux très élevés dans les pays européens. Pensons, on met en place un outil européen, pensons peut-être planète au moment d'utiliser l'affectation des fonds qui sont récoltés. Mais je reviens sur la question politique que ça soulève, parce que je pense qu'il y a quand même beaucoup de peuples qui sont quelque part drogués au Holocauste. Il ne faut pas l'oublier. Je veux dire qu'aujourd'hui, les produits électroniques, je veux dire que ça coûte beaucoup moins cher qu'à une époque. Enfin, moi, je me souviens du coût des ordinateurs, c'est une fortune. Oui. Donc le textile, la chaussure, les produits de bricolage, enfin, je veux dire, la liste est absolument énorme. Donc forcément, je veux dire, de mettre en place ces mesures, ça va augmenter les prix. Alors, ça peut créer effectivement une spirale inflationniste, mais surtout, ça peut créer du mécontentement. Je veux dire que ça va retirer du pouvoir d'achat. Oui. Donc, est-ce que les peuples et les gouvernements auxquels ils sont rattachés sont prêts à ça? Moi, j'ai un vrai point d'interrogation. C'est-à-dire que, vous voyez bien déjà au sein de la France, mais la France à l'échelle planétaire, je suis désolé de le dire, mais c'est pas non plus une méga puissance. Déjà au sein de notre pays, vous avez des gens qui accusent les Parisiens de parisianisme, de myopie par rapport à ces questions-là. Alors, vous imaginez au niveau de l'espace européen et au niveau de l'espace mondial. Par contre, et là j'enfonce une porte ouverte, évidemment que c'est un problème qui nous concerne tous. Est-ce que c'est pas aux pays riches de donner l'exemple, précisément, eux qui sont censés avoir plus d'argent que les autres? De fait, c'est le cas. Non, mais déjà, au moins au niveau de nos marchés, moi ça me semble logique qu'on n'ouvre pas nos marchés à des gens qui ne respectent pas les règles. Ça, c'est la base. Sauf que ça fait juste 20 ans que ça dure sur d'autres sujets. C'est pour ça que j'appelle de mes vœux pieux le fait qu'on mette en place un gendarme qui soit au coin de la rue et qu'on respecte, que tout le monde les respecte. Comme la fiscalité. Pareil. Allez, le mot de la fin, sur ce débat. Sur ce point, la réticence est a priori très forte. Il ne faut pas oublier qu'on a une convention citoyenne sur le climat. Je ne crois pas qu'elle parle de taxe carbone. Je ne crois pas que le mot taxe carbone. Je crois qu'on en parlera plus, cela dit, mais parce que maintenant, si, vous croyez qu'on reparlera de la convention citoyenne sur le en tout cas, c'était quand même l'événement phare sur la politique climatique en France. Absolument, mais elle a accouché indirectement d'un projet de loi qui était plus sur un certain nombre de petites mesurettes que de choses très systémiques ou structurantes comme la taxe carbone, le nucléaire, etc. Mais c'était pas complètement dans son spectre, en tout cas dans la mission qui lui avait été fixée. Alors, il reste moins de 5 minutes. On termine avec de petites actualités pour terminer, sur lesquelles je voudrais vous faire réagir rapidement. Allez, un ou deux petits sujets dans l'actualité économique pour terminer. Plus rapidement, l'attractivité de la France. Il y a chaque année un baromètre EY de l'attractivité de la France qui recense les décisions d'investissement étrangers sur le territoire. Regardez ce titre, la France garde de peu la pole position en Europe avec 985 décisions d'investissement. C'est quelque chose de récurrent. Et l'écart se réduit néanmoins avec le Royaume-Uni, malgré le supposé effet négatif du
du Brexit. Est-ce que c'est quelque chose de significatif, ce baromètre, c'est-à-dire les décisions d'investissement étrangers? Alors, ce n'est pas du net, hein, c'est du flux dans un sens. Oui. Est-ce que c'est quand même déjà quelque chose qui veut dire beaucoup? Oui, mais c'est bien de regarder le flux dans un sens, c'est bien de regarder peut-être la photo plus complète. Donc oui, très bien, c'est autant avoir des investissements sur son territoire, mais c'est peut-être aussi bien d'avoir les acteurs de son territoire qui, au total, privilégient ce territoire. Or, ce que l'on voit depuis 10 ans, c'est qu'en gros, vous avez 550 milliards à peu près de flux sortants d'investissement par des entreprises françaises vers l'étranger pour 320 milliards à peu près de flux entrants. Donc la balance n'est pas tout à fait à l'équilibre. Et là, ce baromètre, c'est qu'un flux, c'est que l'entrant. Hein, ça n'est que l'entrant. Donc ce serait bien d'avoir la vision complète de ceci. Et puis, globalement, ce que l'on voit, c'est que l'attractivité, c'est une chose, mais elle dépend in fine de la capacité compétitive du territoire, de la capacité à être présent sur les marchés mondiaux. Et de ce point de vue, l'année 2020 avait marqué encore un recul. Donc il y a plutôt eu un divorce entre attractivité, la capacité à attirer des investissements sur son territoire, et compétitivité, capacité à être sur les marchés mondiaux, qui a été quand même l'année dernière en clair retrait. Laurent Vonscry, vous comprenez dans votre domaine, est-ce que vous souhaitez qu'il y ait beaucoup d'investissements étrangers en France, ou vous préfériez, quand vous êtes à investir en France? Non, moi, j'ai pas besoin qu'on m'aide. Et généralement, je préfère qu'on m'aide pas, parce qu'à chaque fois qu'une puissance publique veut aider, je dirais, les entreprises... Vous voulez rester tranquille, pour être heureux vivant caché? Non, c'est surtout éviter d'avoir à gérer de la technocratie supplémentaire. Je pense qu'on n'est pas en mal de règles, de normes, de lois. Moi, la question que je me pose, je veux un petit peu plus large. Je me demande si l'Europe... Enfin, quand je dis je me demande, j'ai un peu la réponse dans ma tête. Je me demande si l'Europe est toujours aussi attractive que d'autres régions du monde. Et moi, je pense que non, parce qu'on est très présent, nous, à l'étranger. On ne vend qu'à l'étranger. On voit ce qui se passe en Asie et dans d'autres parties du monde. Et je pense que l'Europe est en perte de vitesse. Et donc, il y a de vraies questions à se poser sur l'attractivité européenne. Donc, si je reboucle avec le sujet du début, sur la fiscalité, sur toutes ces choses-là, je pense que là, il y a des vraies choses à faire. Parce qu'on est en train de se faire damer le pion, notamment par l'Asie. Je veux dire que j'ai vraiment peur. Et ça, on va le voir de notre vivant. Ça n'arrivera pas dans 50 ans, que c'est aujourd'hui la zone la plus dynamique du monde. Donc c'est ça la question. Ce serait plutôt là qu'il faudrait faire un baromètre, élargir un petit peu le spectre du... Et maintenant, juste une dernière chose. Ouais, quand les étrangers construisent une société dans un pays, en France, il ne faut pas oublier qu'ils rapatrient les dividendes. Prenez le Japon, qui a massivement, je dirais, investi dans les entreprises. Après, cet argent est rapatrié, c'est leur pension, c'est leur fonds de retraite, quoi. C'est de l'argent qui sort du pays. Donc, ce n'est pas non plus forcément positif. Oui, c'est positif pour l'emploi. C'est petit pour l'emploi. Ouais, d'ailleurs, on dit qu'en 980, c'est des 30 millions d'emplois équivalents en 2020. Voilà, donc c'est juste qu'il faut avoir la photographie complète. Oui. Non, c'est qu'une partie de la photographie. Exactement. Elle est intéressante. Et voilà, il vaut mieux être en pole position, même de peu, qu'en queue de peloton, y compris dans ce domaine-là, même si ce n'est pas la totalité de la photographie, comme vous le rappeliez. Merci, messieurs, d'avoir été à mes côtés ce soir. Merci à vous de nous avoir regardés tard dans la nuit ou presque. On se retrouve demain, même heure, sur Bismart. Très bonne soirée.